Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, avec Gilles Kepel. L'effet de souffle de la razzia pogromiste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, puis l'hécatombe des Palestiniens à Gaza, a bouleversé l'ordre du monde instauré après la Seconde Guerre mondiale. Chamboulement politique d'abord, avec l'émergence d'un Sud global autoproclamé qui révoque l'hégémonie du Nord. Séisme moral ensuite, quand le terme de génocide, historiquement lié à la création de l'État d'Israël, est subverti jusqu'au sommet des instances de l'ONU. Fracture sociétale enfin, dans les démocraties du Nord, taraudée par une polarisation identitaire inédite entre wokisme d'extrême gauche et populisme d'extrême droite. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Alors Gilles Kepel, vous êtes professeur d'université, vous êtes politiste, vous êtes un des plus grands spécialistes, on peut dire, du monde arabo-musulman. Et vous avez publié de nombreux livres. Je ne citerai que les 3 derniers. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient en 2018, Prophète en son pays en 2023 et Holocauste avec un S en 2024. Et vous revenez avec ce petit livre très dense, publié chez Plomb, Le bouleversement du monde. Alors, vous revenez, comme beaucoup, sur le 7 octobre et sur l'après 7 octobre, mais vous y revenez à votre manière, Gilles Kepel, c'est-à-dire en théoricien, en historien, et vous nous donnez des perspectives à chaque fois qui nous permettent de placer cet événement dans la longue durée. Et il y a une première question que je voulais vous poser sur ce bouleversement du monde. Comment se fait-il que ce 7 octobre, que ce drame qui se soit déroulé régionalement entre deux populations antagonistes de façon séculaire, comment se fait-il que cet événement ait agi d'une certaine façon comme un révélateur de la situation mondiale? Et parce que la situation mondiale elle-même était fragile, je pense. Et il s'est produit dans un contexte où un certain nombre de certitudes construites précisément sur les fondements moraux établis après 1945 commençaient à être secoués. Par exemple, dans notre pays, le débat politique aujourd'hui, où entre le moment où on enregistre cette émission et ce sera diffusé, il est possible qu'on n'ait plus de gouvernement, probablement. Oui, je précise que cette émission est enregistrée le mardi et qu'elle est diffusée le dimanche. Voilà, donc on est une semaine cruciale. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République, cette situation complètement hallucinante où, disons, le gouvernement centriste, d'une certaine manière, est en apesanteur entre des champs magnétiques qui viennent d'un côté de LFI, qui est dans une logique qu'on appellerait, ou que j'ai appelé islamo-gauchiste, et de l'autre côté le Front National, et Marine Le Pen étant celle qui tient le gouvernement français dans sa main aujourd'hui. C'est une chose complètement ahurissante. Et tout ça s'est polarisé, entre autres, autour de l'affaire du 7 octobre et de Gaza, puisque, par exemple, aux élections européennes d'il y a quelques mois, qui ont vu LFI remporter un succès non négligeable, ça a été basé sur la mise en avant de la figure de Rima Hassan sur le titre All Eyes on Gaza, tous les yeux sur Gaza,
titre assez... Alors c'est joli, ça rime en anglais, c'est bien, mais ça veut dire qu'on ne regarde pas le 7 octobre, puisqu'on ne regarde que Gaza. Il faut regarder Gaza, évidemment. Mais Et en plus, on nous regarde vers l'Europe. On voilà, regarde c'est ça. Voilà. Et donc, ailleurs qu'en Europe. C'est voilà, quand alors même. que ce sont les élections européennes. Et donc, qui commençait, a abouti à cette décision qu'on qualifiera pour le moins de surprenante du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale le soir, ce qui a été il a été d'une certaine manière un ingénieur du chaos, comme aurait dit le célèbre Giuliano da Empoli. Et donc, la résonance de ce qui s'est passé en Israël et en Palestine est d'autant plus forte que ça se produit dans une société fracturée, marquée aux États-Unis aussi par le retour de Donald Trump aux affaires, où vous avez aussi une polarisation identitaire très forte autour de l'immigration en Amérique, qui a été l'une des clés du vote et de son retour. Donc, vous voyez, c'est quelque chose ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Au contraire, c'est à la fois quelque chose qui est nourri par un bouleversement international, une déstabilisation internationale, et qui, en même temps, le renforce et le surstructure, si je puis dire. Ouais. On s'est aperçu quand même à cette occasion, enfin, vous qui vivez dans l'analyse du monde en permanence, ça n'a pas été probablement une surprise pour vous. Cela a été pour beaucoup quand même de voir à quel point le sud global et le nord qui n'est pas global d'ailleurs, enfin, vous nous direz peut-être ce que vous pensez de ces termes. En tout cas, de quelle façon cet antagonisme était présent, violent, dans quelle mesure nous avions finalement un monde complètement divisé et antagoniste? Oui, alors ce qui est intéressant dans le bouleversement, il y a aussi le changement de perspective. On passe d'un monde qui est divisé longitudinalement, pardon, c'est-à-dire c'était un monde qui était divisé je commence tout, Longitudinalement, voilà. voilà, On passe d'un sur la monde totale longitude. voilà, on passe d'un monde qui était divisé longitudinalement, ouest contre est, à un monde qui se divise de nouveau et qui se fracture latitudinalement, c'est-à-dire nord contre sud. Et ça remonte justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un consensus à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est, que ce soit les Américains ou les Soviétiques et leur camp, c'est-à-dire plus jamais ça par rapport au nazisme et en particulier à l'extermination des Juifs européens par les nazis, qu'on appellera en hébreu la catastrophe, mais qu'on a aussi beaucoup appelé Holocauste. Et en français, le terme Shoah, d'ailleurs, qui est le terme arabe, le terme Shoah, qui est le terme hébreu pour catastrophe, s'est imposé depuis le film de Lanzmann, du reste. Il est d'ailleurs intéressant de noter, beaucoup de gens n'y font pas attention, que le terme arabe Nakba, qui signifie également catastrophe, qui est justement calqué sur la Shoah, est utilisé pour désigner la création de l'État d'Israël vue par les Palestiniens et l'expulsion d'un certain nombre de Palestiniens du territoire d'Israël qui vont peupler les camps situés alentour, et notamment la bande de Gaza, puisque c'est l'endroit où il y a la plus importante population originaire de ce qui était l'État d'Israël. Sinwar lui-même, par exemple, dont la famille n'a été expulsée qu'en 1950, du reste. Et donc, sur cette base, l'ONU, en 1947, prend une résolution de partage de la Palestine qui va permettre la création de l'État d'Israël, qui est entre autres un havre pour les survivants du génocide. Ce qui rend bien sûr le traumatisme d'autant plus insupportable pour les Israéliens et les Juifs en général que le 7 octobre est perçu par eux comme un nouveau génocide. 1200 personnes massacrées dans les conditions que l'on sait, les otages toujours aujourd'hui en détention, une centaine d'entre eux dont on ne sait pas exactement combien sont encore vivants, mais il y en a quelques-uns puisqu'on a vu des images un jeune otage américano-israélien très récemment dans l'espèce de deal ou de marchandage qui est en train de se produire plus ou moins avec la fin du Hamas, en tout cas du Hamas de Sinwar. Et ça, c'est quelque chose
cette vision du monde qui était basée sur le refus du génocide nazi, va tout d'un coup se trouver bouleversée par un certain nombre d'acteurs qui disent, au fond, cette histoire de génocide, on ne sait pas très bien de quoi vous nous parlez, surtout les jeunes. Moi, les gens comme nous n'étions pas nés à l'époque de génocidaire, si j'ose dire, à l'époque du nazisme, mais c'est quelque chose qui figure dans nos récits familiaux. On a des parents, des grands-parents qui ont vécu la guerre, qui en ont parlé, qui l'ont transmis comme un élément de mémoire pour les gens de notre génération, c'est-à-dire des jeunes actifs, Voilà. des ex-jeunes actifs. Alors que dans la vraie jeunesse d'aujourd'hui, qui plus est ne lit presque plus de livres, qui ne fonctionne que sur le temps court des réseaux sociaux, parfois écoute un podcast, mais c'est rare, tout ça, c'est mâché dans une attention de 5 secondes en 5 secondes. Et puis, c'est un média qui est propice au complotisme. Et moi, j'étais très frappé. J'avais travaillé il y a longtemps sur les Black Muslims américains, le monde de Farrakhan. Alors, j'avais vu à ce moment-là déjà toute une logique de relativisation, si ce n'est de dénégation du génocide nazi, sur le thème bon, les Juifs nous cassent les pieds avec leur génocide, mais quel a été le vrai génocide de l'histoire de l'humanité? C'était la traite négrière. Et qui a été responsable de la traite négrière? Les Juifs. Alors, il y avait effectivement des Juifs dans la traite négrière qui nolisaient les bateaux, puisqu'il y avait un risque, c'était du commerce transatlantique, comme vous aviez des communautés juives importantes au sud du Maroc, de la Libye, etc., qui faisaient Mais les pays arabes ont fait énormément de traite négrière aussi. Oui, c'est ça, qui faisait qui finançait la traite négrière à travers le Sahara, puisque les gens qui revenaient, au lieu d'avoir des pièces d'or, sinon ils se faisaient Oui. décapiter par les Bédouins. Ils avaient un bout de papier sur lequel il y avait des choses écrites, d'où l'expression c'est de l'hébreu. Ça voulait dire donne à Mohamed Ouais. du juif Moshe du Tafil Alet au juif Abraham de Timbuktu, je ne sais pas, 5 pièces d'or. Et mais il y avait aussi des chrétiens, des capitaines, et il y avait aussi des musulmans, puisque les tribus qui faisaient la razzia des Africains, qui étaient ensuite vendus, mis sur les bateaux avec les capitaines chrétiens et nolisés probablement par des juifs de Bordeaux en particulier, c'était des tribus musulmanes, un peu comme Daesh a réduit en esclavage les yézidis, si vous voulez, et vendu leurs femmes dans l'histoire moderne. C'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Donc, mais c'était trop compliqué pour les Black Muslims. Mais j'avais été frappé, c'est dans les années 90, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, par cette relativisation de la Shoah, de l'Holocauste des Juifs, sur le thème de quoi nous parle-t-il, puisque ce sont eux qui ont eux-mêmes commis un crime ou participé, mais on les avait mis principaux responsables évidemment, du crime contre l'humanité qui était la traite négrière. Et en fait, c'est ce même processus qu'on retrouve aujourd'hui, mais en version XXL, si vous voulez, autour de ce qui s'est passé à Gaza, sur le thème de quoi nous parle-t-il? Le génocide, c'est eux qui sont en train, les petits-enfants des survivants de la Shoah, ce sont eux qui pratiquent le génocide des Palestiniens à Gaza. Alors au début, ce terme était du reste surtout utilisé dans les milieux de l'extrême gauche européenne, américaine, sur les campus, etc. Et il y avait aussi un certain nombre d'étudiants originaires du Moyen-Orient qui l'ont fait. Mais j'ai remarqué que ces dernières semaines, par exemple dans Haaretz, un quotidien israélien qui je lis en anglais, qui est diffusé sur l'internet tous les jours, un certain nombre d'Israéliens aujourd'hui, des opposants farouches de Netanyahou bien sûr, par opposition précisément à la politique menée par Netanyahou aujourd'hui, utilisent désormais le terme d'épuration ethnique, voire de génocide pour ce qui se passe à Gaza. Et même un ancien ministre de la Défense israélien, connu pour être une figure de la droite, est en train d'utiliser ça aujourd'hui. C'est très, vous savez, c'est un débat très controversé en Israël. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que les fondements moraux de l'ordre du monde tels qu'ils avaient été construits avec leurs implicites et leurs explicites en 1945 ne sont plus opérants pour décrire ce qui se passe aujourd'hui
en Israël, à Gaza, en Palestine et au Moyen-Orient. Et c'est pourquoi moi ce que j'ai essayé de faire, parce que ça fait effectivement une quarantaine d'années que j'ai été professeur dans différents établissements de Sciences Po, l'école normale, absolument ravagé par le wokisme depuis lors, ce qui explique que j'en ai été chassé, entre autres. J'ai essayé, tout au long de mon parcours pédagogique, si vous voulez, de mettre en perspective des événements récents. J'ai vécu les printemps arabes, par exemple, l'assassinat de Sadat. J'étais en Égypte quand ça s'est passé, j'ai fait ma thèse là-dessus. Je vous parle d'un temps que seuls les moins de 20 ans peuvent Mmh. encore comprendre. Et, euh, et j'ai toujours essayé de construire ça dans une mise en perspective locale et globale. Mon propos n'est pas de donner des bons points ou des mauvais points aux uns ou aux autres. Chacun se fera, si j'ose dire, sa religion. Moi, c'est pas mon travail. C'est plutôt de fournir des éléments de connaissances qui permettent de connecter, qui permettent je n'ose pas dire de déconstruire, parce que ce terme a été galvaudé par le wokisme, mais et ça, je crois que c'est très important, et c'est pour ça que je vous remercie de votre invitation, puisque le format de l'émission et du podcast, justement, permet de mettre les pièces, rassembler les pièces du puzzle et de les mettre ensemble. Or, ce à quoi on observe aujourd'hui, parce que c'est un enjeu majeur, un enjeu chaud, un enjeu de violence et de pouvoir, évidemment, gigantesque, chaque camp met en lumière certains aspects et occulte dans une ombre savamment construite tous ceux qui lui déplaisent. Vous voyez. Et si on veut être un citoyen du monde, au moins de son pays, informé, encore faut-il être capable de ne pas errer, comme aurait dit Jacques Lacan, seuls les non-dupes errent. Mais Gilles Capel, question quand même, vous qui voyez, le monde dans toute son historicité, cette quand on y réfléchit un instant, cette polarisation du monde entre, wokisme en gros et populisme, si on peut prendre les 2 extrêmes, en tout cas entre des positions tellement extrêmes, tellement antagonistes, et tellement court-termistes d'une certaine façon. Heu, D'abord, est-ce qu'on a déjà vu ça à d'autres époques? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette cristallisation, sur, disons le problème, israélo-palestinien? Mais on peut dire d'une certaine manière, c'est pas tout à fait pareil, mais que les années 30 ont connu ce type de phénomène, c'est-à-dire la polarisation identitaire qui se substitue à la lutte des classes, si vous voulez, ou de l'opposition entre travail et capital. Et le Parti national-socialiste allemand, pendant la dite République de Weimar, alors où il y avait à l'époque, dans le rôle de Mélenchon, Karl Liebknecht, si vous voulez, je ne sais pas si c'est de Rosa Luxembourg, si c'est comment s'appelle, Madame Panot, Mathilde Panot ou une autre, mais donc elles se reconnaîtront si elles le souhaitent. Vous avez une grande partie des ouvriers allemands qui auraient dû être communistes selon la vision dans des choses, qui sont partis à l'extrême droite. Mmh. Et vous avez aujourd'hui en France la masse du vote communiste, qui sont des gens un peu plus âgés déjà, qui sont allés chez Marine Le Pen, et indéniablement. Et pourquoi est-ce que vous avez des gens qui devraient voter contre le capitalisme et pour le socialisme, selon la vulgate marxiste, qui vont aller voter pour Marine Le Pen? Parce que justement, la polarisation identitaire, notamment autour de la détestation des immigrés qui, à la fois, prennent le travail moins cher et qui créent l'insécurité dans la représentation qui est construite, qui n'est pas exclusivement la traduction de la réalité, mais qui s'accroche à des éléments de réalité que les gens peuvent décrypter, peuvent ressentir, et qui la verbalise, si vous voulez, va construire des polarisations identitaires qui se substituent aux antagonismes de classe sociale. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans les années 30. Alors aujourd'hui, c'est dans un autre critère. Et l'un des éléments communs, effectivement, c'est que la figure du juif est une figure de choix lorsque les polarisations identitaires se mettent en œuvre. De même que l'est en antagoniste, aujourd'hui dans notre société, la figure de l'arabe ou du musulman. Et quand vous avez l'explosion
d'un côté la razzia pogromiste, comme je l'ai appelé, du 7 octobre, et ensuite l'hécatombe ou le génocide, si on veut, de Gaza, évidemment, ça tombe sur un terrain qui est déjà inflammable, vous voyez. Mais ce qui m'a intéressé justement sur Gaza, sur lequel peu de gens ont parlé, c'est que si le 7 octobre, pardon, sur le 7 octobre, pardon, pas sur Gaza, si le 7 octobre a été perçu par ceux qui en ont été, celles qui en ont été les victimes, comme une sorte de rémanence des pogroms, même si c'est pas la même chose, les pogroms tsaristes, c'est pas la même organisation, mais du point de vue des assaillants, des agresseurs, ça s'est inscrit dans une logique qui est la logique qu'on appelle en arabe razwa, ce qui a donné le mot razzia en français, c'est-à-dire cette guerre éclair sur la tribu opposée qui justifie tout, l'extermination. Et qui en plus s'appuie sur un exemple sacralisé dans la tradition du prophète, dans la Sira Nabawiya, c'est-à-dire la vie du prophète, c'est la Muhammadiyya, qui est la fameuse razzia de l'armée du prophète en l'an 628 de l'ère chrétienne, 7 de l'Hégire, sur l'oasis juive de Khaybar, qui est située dans ce qui est aujourd'hui le territoire saoudien, et où le prophète, qui avait besoin d'argent pour financer la conquête de la Mecque un peu plus tard, a donc détruit cette oasis, et l'histoire sainte raconte avec des termes d'une très grande cruauté comment les Juifs ont été torturés, massacrés, etc., pour prendre leur trésor. La femme du chef est allée a rejoint les femmes du prophète, et dans le harem du prophète ensuite, etc. Et Safia, la belle juive Safia. Et donc, pour les gens qui lisent ces textes au pied de la lettre, comme le font les islamistes militants, quand ils lancent la razzia contre Israël, ceux qui vont le faire, et on le voit dans les vidéos des caméras de surveillance ou les GoPro qu'on a trouvés sur les cadavres d'un certain nombre d'assaillants, ils sont complètement, convaincus qu'ils sont habités par un destin mystique. Et les éventrations, les massacres, etc., tout ça est dans leur esprit est justifié parce qu'ils s'inscrivent dans une tradition religieuse telle qu'elle leur a été expliquée, mâchée par les prédicateurs islamistes. Vous voyez. Et ça, c'est très important de le comprendre, puisque c'est une des réponses à votre question, c'est-à-dire que cet antagonisme, tout soudain, est pris en main par des entrepreneurs politico-religieux. De l'autre côté, vous avez les fameux épisodes des trompettes de Jéricho, où une fois que le chauffard a sonné, les murs tombent, et selon le texte sacré, on ne fait pas sûr que l'épisode soit véritable, hein, bien sûr, légendaire, Josué massacra tout ce qu'il y avait, à l'exception de la fameuse prostituée de Jéricho qui avait accueilli les espions des Hébreux, dont je ne sais pas si on lui a fait un temple ou un lupanar licite. Et donc, ça veut dire que quand vous voyez ça, et que vous mettez en face la manière dont a été conduite l'opération de Gaza, ou les menaces proférées quotidiennement par Ben Gvir et Smotrich, ou ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, avec les colons qui ont désormais une sorte de permis de tuer, puisque la détention administrative a été levée par rapport à eux, donc quand ils tuent un Palestinien, ils vont pas en prison. Et tout ça, si vous voulez, montre que vous avez des entrepreneurs de colère, religieux, identitaro-religieux, qui vont activer les foules au sens de l'oklos grec, et non pas du démos, la foule qui produit du bruit, de la fureur et du vacarme, et non pas du logos, c'est-à-dire de la raison qui devrait aboutir à l'élection. Mais encore faut-il qu'il y ait un démos, c'est-à-dire le sentiment qu'on fait partie en commun d'un peuple. Or, la fragmentation identitaire casse la notion de peuple, la notion de démos commun. Ouais. Mais alors, Gilles Kepel, on comprend bien que, sur le 7 octobre, les assaillants, qui étaient imbus d'une certaine façon de cette, Sacralité. et complètement conditionnés, programmés par cette culture, du pogrom contre les juifs, etc., qui a été Enfin, c'est développée pas par vraiment les du prédicateurs. le pogrom, c'est un élément ultérieur qui vient plutôt de
Oui, de la enfin, mémoire disons, juive, mais enfin de la radia. C'est pour absolument. ça que moi je pense qu'il faut, si vous voulez, il faut pas en faire une religion, mais il faut utiliser, si on peut, les termes endogènes ou indigènes qui Ouais, sont ceux à travers absolument. lesquels les acteurs sont motivés, vous voyez? Ce que je voulais dire, c'est que cette razzia, ils avaient ça en tête, ils s'inscrivaient dans une espèce de logique historico-religieuse. Ça, localement, d'accord. Mais comment se fait-il que un certain nombre de populations qu'on appellera rapidement islamo-gauchistes, je sais pas, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Hollande, partout, eux ne s'inscrivent pas dans cette culture. Ils n'ont pas été cultivés. Et d'une certaine façon, se retrouvent dans cet antagonisme israélo-palestinien, alors qu'ils n'ont pas cette dimension religieuse Oui, parce que ça s'inscrit aussi dans autre chose qui est d'une certaine manière, alors c'est l'émergence justement du Sud global, c'est-à-dire là. la transformation de ce qui était autrefois mis quelque part à côté, ce qu'on appelait le tiers-monde, justement, puisque le tiers-monde, c'était une sorte de réceptacle dans lequel on mettait ce qui n'entrait pas directement dans l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Tiers-monde qui était abondamment, si j'ose dire, courtisé par l'Est soviétique. Mais, pardon. Mais ce Sud global, justement, va fondre, va fusionner des revendications portées par les cultures dites indigènes des pays du Sud et les revendications révolutionnaires nourries par la vulgate marxiste. C'est quelque chose qui est très datable, ce qu'on appelle désormais l'islamo-gauchisme. Alors le terme, moi, je l'utilise, mais le terme est très violemment critiqué. Le fait même de l'utiliser aujourd'hui vous met en dehors de l'université. Et c'est quelque chose qui est très datable, qui appartient à la famille politique à laquelle dont je faisais partie quand j'étais étudiant, c'est-à-dire le trotskisme de la Ligue communiste révolutionnaire. J'ai abjuré ça depuis longtemps. Et c'était un trotskiste britannique du Socialist Workers' Party qui s'appelait Chris Hartman, qui avait écrit un livre appelé The Prophet and the Proletariat, le prophète et le prolétariat, qui expliquait que dans le monde musulman, du fait des éléments culturels à la disposition des masses du peuple, des musulmanes qui n'avaient pas la conscience de classe, il la traduisait par le cri d'Allahu Akbar, qui en fait il fallait comprendre comme prolétaires de tous les pays, unissez-vous, vous Ce qui voyez? est une interprétation quand même un peu particulière, mais Oui, mais ça marche. ça marche, hein, Mais vous ouais. avez, c'est traduit dans le vocabulaire politique français, c'est la fameuse manif du 10 novembre 1989, je crois que c'est bien le 10, place de la République, le lieu ne s'invente pas, où Mélenchon, lui pourtant appartenant à la filière de l'autre secte trotskiste, les lambertistes que nous détestions, mais sur incitation d'Éric Coquerel, qui lui était un ancien de la LCR, qui va à la manifestation du comité contre l'islamophobie en France, dont le chef, désormais expulsé en Turquie, crie Allahu Akbar alors que Mélenchon défile, et c'est ce qui va faire la bascule. C'est cette vision de Chris Hartman, donc, qui est à la racine de l'islamo-gauchisme intellectuel. Vous la retrouvez dans la manifestation du 10 novembre 2019, place de la République, où Mélenchon se joint à un appel du comité contre l'islamophobie en France, au cri de Allahu Akbar. Et c'est ce qui va nourrir l'alliance qui permettra à la France insoumise, ou la future France insoumise, d'avoir un très grand nombre d'élus aujourd'hui issus des quartiers populaires où la population musulmane est nombreuse, sur le thème LFI, ce sont ceux qui défendent les musulmans. Plenel est allé Oui, dans mais ce ça, sens-là bon, aussi. je dirais que c'est de l'opportunisme électoral. Je suis pas sûr que ça repose sur des convictions profondes. Ils sont aperçus, comme vous l'avez dit, que comme le prolétariat était parti du côté enfin, le prolétariat blanc traditionnel était parti du côté de Marine Le Pen, ils avaient des scores importants donc il y a un côté opportuniste là-dedans Oui, mais opportuniste ou pas, c'est néanmoins, ça fait de la mobilisation. C'est vous avez alors ensuite ça qui passe sur les campus où Sciences Po a été mobilisé, Harvard, Columbia, etc. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que
C'est pas seulement un enjeu qui concerne des calculs d'opportunité, comme vous le disiez, où finalement l'imam X pense qu'il ne croit pas un mot au verbiage gauchiste de Mélenchon, mais voilà, il l'utilise, hein, et il y a un rapport de clientélisme entre eux. Je, J'observais cet été dans une cité populaire du sud de la France que les cités votaient pour la mairie de droite qui distribuait les subventions de la politique de la ville aux élections municipales, mais aux législatives et à la présidentielle pour Mélenchon et pour LFI, si vous voulez. Donc il y a une instrumentalisation du vote qui est vieille comme le monde. Après tout, la marchandisation du vote, ça fait partie des défauts de l'électoralisme. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est que ça va jusque dans la jeunesse. Alors ça rappelle effectivement la jeunesse de notre époque qui est formée dans les universités pour faire partie de l'élite de demain et qui est également séduite par ce type de radicalité. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui se réfère justement à une nouvelle organisation du monde à travers ce Global South contre le Nord. Alors, le Global South est quelque chose, puisqu'il faut, en fait, tout ça est pensé en anglais en réalité. Et ce Global South, donc ce Sud global, est en fait quelque chose qui est une construction idéologique, puisque c'est destiné aussi à masquer que les États dits du Sud global sont la plupart dirigés par des régimes autoritaires, à cause de qui la population se trouve dans un état d'assez grand dénuement. Alors, aux régimes autoritaires qui sont parfois liés au Nord, bien entendu, mais c'est ce qui permet aussi de nier la réalité des contradictions à l'intérieur du Sud. Et c'est pour ça, par exemple, dans mon cas, à l'École normale supérieure, on a fermé sous la houlette de quelqu'un qui était donc le nonce apostolique, si je peux dire, de la papesse du woke, Judith Butler, Frédéric Worms, qui a écrit un livre avec elle. Ils ont décidé de fermer le master sur le Moyen-Orient Méditerranée, qui analysait les contradictions de ce monde, et de le remplacer par un programme Global Sud, au pluriel, hein, qui permet justement de construire l'idéologie et de ne plus s'intéresser aux contradictions de l'univers. Si vous voulez, l'idéologie permet de ne plus voir quels sont les processus sociaux à l'œuvre. Oui, c'est ça, parce que ça, on recouvre ça d'une espèce de peinture. Parce que est-ce que ça existe vraiment, le Sud global? Alors, il existe à partir du moment où il y a des acteurs qui le font exister. Oui, c'est Mais ça, mais si c'est un vous... mot. oui, oui, mais c'est aussi des configurations. Par exemple, on peut dire qu'il s'exprime dans ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire, il faut le dire là aussi en anglais parce que ça marche avec les initiales, Brazil, Russia, India, China et South Africa, seulement. Et vos lecteurs ont compris, auxquels se sont ajoutés, là au début de l'année 2024, les Émirats arabes unis et l'Iran, et également l'Égypte et l'Éthiopie. L'Arabie saoudite avait été sollicitée et restait un peu dehors, et puis l'Argentine de Javier Milei est partie dans un autre univers. Alors, entre l'Éthiopie et l'Égypte, il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi de l'eau, les eaux du Nil qu'ils sont en train de se battre pour contrôler avec beaucoup de violence. Et entre les Émirats et l'Iran, on ne peut pas dire non plus que ce soit l'amour fou, bien évidemment. Donc, on voit bien qu'entre l'Inde et la Chine, il y a aussi des concurrences extrêmement violentes, puisque tous les deux sont des manufactures, des États manufacturiers pour l'OCDE. Donc, tout ça, ce sont bien sûr des alliances de circonstances, mais ça a une fonction de ciment idéologique. Et c'est effectivement, Israël se trouve un peu dans une seringue. Et même aujourd'hui, on le voit parce que la politique de victoire totale dans laquelle s'est enfermé Netanyahou sous la pression des 14 députés dits suprémacistes de Ben Gvir et de Smotrich, et également des 18 députés des ultra-orthodoxes Haredim du judaïsme unifié de la Torah ashkénaze et du chasse séfarade, qui eux ne font pas leur service militaire, ce qui est un truc ahurissant quand on y sont. C'est l'une des raisons de la démission de Galland d'ailleurs. Tout cela fait que
les victoires militaires effectives mais momentanées qu'a remporté Israël tout récemment, puisqu'il y a eu quand même la liquidation, la décapitation de Nasrallah et du Hezbollah, et puis l'élimination de Sinwar, ce qui est d'une certaine manière pour les services de renseignement israéliens, ce qui lave l'affront et la défaite du 7 Du octobre, 7 parce qu'ils octobre. n'ont pas anticipé les choses. Ce que, en rétrospective, on peut bien sûr imputer à Netanyahou qui pensait que Sinwar, entre guillemets, aboyait mais ne mordrait jamais, puisqu'il le faisait financer par le Qatar, et puis qu'il espérait que les tunnels de contrebande avec l'Égypte apporteraient la prospérité, entre guillemets, une sorte d'enrichissez-vous à Gaza, mais aussi parce qu'en réalité, il faut bien arbitrer les ressources. Et le Mossad avait considéré que le Hezbollah était incommensurablement plus dangereux que Hamas du Bon, fait de on a vu qu'ils l'armement. étaient mieux préparés Voilà, sur le l'armement Hezbollah iranien. que sur le Hamas, ça c'est sûr. Oui, bien sûr, ce qui a expliqué l'affaire extraordinaire par son efficience et l'effet de surprise des beepers et des talkie-walkie piégés qui avaient dû demander je ne sais combien d'années d'anticipation, de ressources, faire fabriquer les choses en Asie, des sociétés écrans en Europe de l'Est, acheter des Libanais, les corrompre pour que le Hezbollah lui-même achète les beepers piégés sans le savoir. Ça, c'est un énorme travail et qui a donné ses fruits justement cette année en septembre. Mais tout cela fait qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, le gouvernement israélien vit dans l'illusion que la victoire totale va imposer la paix au Moyen-Orient et vit, je crois aussi, dans l'illusion que Trump va acheter ça. Or, il vient d'y avoir dans la revue américaine Foreign Affairs un article très intéressant qui s'appelle Israel's Trump Delusion, l'illusion trumpiste d'Israël, si vous voulez, par un auteur israélien qui a été qui a servi 7 premiers ministres israéliens, qui est dans un staff qui est aujourd'hui dans un think tank américain, et qui explique que Trump n'est pas du tout dans cette logique. Et c'est un soutien fervent d'Israël, mais c'est pas du tout un soutien de Netanyahou. Lui, il veut faire des deals dans la région, et quand Netanyahou est allé lui rendre visite à Mar-a-Lago pendant qu'il a fait son voyage à Washington pour parler au Congrès au mois de juillet, Trump lui a dit « il faut me terminer cette histoire avant le 20 janvier si je prends le pouvoir ». Or, Trump, il a besoin de faire des deals avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats. Son rêve, c'est d'étendre les accords d'Abraham à toute la région, avec de vrais poids lourds, c'est-à-dire les Saoudiens. Or, pour les Saoudiens, la condition sine qua non, c'est la reconnaître. Ils sont d'accord, ils sont prêts à reconnaître l'État d'Israël. Moi, j'en ai parlé personnellement aux dirigeants saoudiens qui me l'ont confirmé. Enfin, je ne suis pas la personne à qui ils doivent dire nécessairement la vérité, mais enfin, ça semblait tout à fait logique. Et simplement, aujourd'hui, la politique de la terre brûlée en Cisjordanie, le fait que Ben Gvir annonce qu'ils vont recoloniser Gaza, comme c'était le cas entre 1967 et 2005, avant que les colonies soient démantelées. Tout cela, évidemment, rend impossible la perspective de construire la paix derrière. Donc on voit bien, à mon sens, il y a aujourd'hui une espèce de fuite en avant du gouvernement israélien, otage de son extrême droite, qui va se trouver dans une collision course, comme on dirait en anglais, qui va clasher, si je puis dire, avec la façon dont Trump conçoit la région. D'autant plus que tout fout le camp. L'affaiblissement de l'Iran, qui est une chose très importante aujourd'hui, qui est peu prise en compte par les analystes, et qui résulte de la politique israélienne, hein, parce que en réalité, en rétrospective, Hamas a fait, par témérité, une erreur stratégique terrible le 7 octobre. Ils n'ont pas demandé la permission à l'Iran. L'Iran avait une stratégie de pression graduelle sur Israël. Le Hezbollah servait de glaive et de bouclier pour éviter d'exposer le territoire iranien. À partir du moment où Hamas lance l'offensive, massacre 1200 personnes dans les conditions qu'on sait, ça désinhibe Netanyahou, ça va être les massacres à Gaza, mais en même temps, qui est d'une certaine manière qui est militairement contre-productif.
et qui est basé aussi sur la vengeance, sur l'esprit Josué, si j'ose dire. Mais en même temps, ils font autre chose qui a été moins remarqué et qui est beaucoup plus efficient sur le moyen et long terme. Ils attaquent systématiquement l'axe de la résistance dans son maillon le plus faible. Ils commencent par la Syrie. Et tous les gardiens de la révolution se feront massacrer là-bas, les officiers iraniens qui soutiennent le régime d'Assad, ce qui expliquera que l'Iran, au début avril, lance sa première offensive sur Israël, exposant son territoire à la rétorsion, et ensuite continue à taper. Quand les Israéliens détruisent le Hezbollah en septembre, tous les agents du Hezbollah qui étaient en Syrie et qui aidaient Assad à tenir sont rapatriés au Liban parce que les officiers du Hezbollah n'ont plus de main Dieu ni d'intestin à cause des beepers ou des talkie-walkie qui ont explosé, donc ils doivent les rapatrier d'Arda. Le résultat, c'est que plus personne ne soutient le régime Assad. L'armée d'Assad est clochardisée, corrompue, ils gagnent 15 dollars par mois. Et ce qui va expliquer que les Il y a Turcs... une espèce de réaction en chaîne Voilà, là, qui les fait Turcs, voyant l'opportunité, et les islamistes sunnites d'Idlib attaquent. Alep est tombé sans aucun combat, et au jour d'aujourd'hui, donc on peut penser que le front va se remettre à l'endroit où la guerre civile syrienne a commencé, c'est-à-dire autour de Homs, entre la ville de Hama, qui est au nord de Homs, entre Homs et Alep, est une ville complètement sunnite, où il y avait une insurrection de frères musulmans terrible autrefois, détruite par le régime du père Assad. Et Homs, c'est une ville mixte où il y a des alaouites, il y a des chrétiens, où il y a des sunnites. Et c'est sans doute là que le front va se recréer. Et donc ça, c'est terrible pour les Iraniens, parce qu'il n'y a plus de Hezbollah. Enfin, il y a de Hezbollah au Liban encore qui tire dans le sud contre Israël. Et cette paix est extrêmement fragile, hein, il faut bien le reconnaître. Ce cessez-le-feu, disons, pas la paix. Le Hamas est en mauvais état. Le régime syrien est en train de s'effondrer, en tout cas ne peut servir à rien comme pour aider l'Iran. Et aujourd'hui, l'establishment de la République islamique est confronté à un dilemme. Est-ce qu'on continue comme tel, avec le guide suprême complètement sclérosé? Il est là depuis 35 ans au pouvoir, il a 85 ans, Ali Khamenei, un cancer. Les gardiens de la révolution sont montés en puissance, et au fond, est-ce qu'il faut encore s'embarrasser avec une légitimité religieuse si cela n'est plus capable de défendre l'Iran contre ses ennemis? Puisqu'aujourd'hui, ça n'est plus simplement un enjeu idéologique, c'est un enjeu territorial. L'Iran, grande civilisation, 5000 ans, qui considérait les Arabes comme des mangeurs de lézards, si vous voulez. Aujourd'hui, regarde l'Arabie Saoudite, où Mohammed Ben Salman a mis les religieux de côté. Je ne dis pas qu'on a déjà des Saoudiennes en bikini sur les plages, mais si vous voulez, on est dans cet esprit-là, d'une certaine manière, une espèce de libération culturelle, qui n'est pas sociale ni politique, mais culturelle. Et en Iran, vous savez, aujourd'hui, le régime tenait sur 3 piliers: l'hostilité à Israël, l'axe de la résistance, l'infaillibilité du guide et le port du voile. Depuis qu'il y a eu l'assassinat par la police religieuse de la mal voilée, entre guillemets, Mahsa Amini dans un commissariat, puis la liquidation probablement ou la mort dans un accident d'hélicoptère, moins probablement, de l'ancien président Raïssi, qui était le chantre de la répression et qui se voulait successeur de Khamenei. Et donc si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a des fractures importantes au sommet du système iranien. Aujourd'hui, le régime n'est plus capable d'empêcher les femmes de sortir dévoilées. Vous avez aujourd'hui dans les rues de Téhéran et d'Ispahan notamment, des femmes qui sont dévoilées en nombre croissant. Donc vous avez un des piliers du système qui vacille, qui ne tient plus. Le deuxième, mobiliser tout contre Israël. Il n'y a plus de Syrie qui puisse tenir. Le Hezbollah est dans les choux. Le Hamas, c'est pas mieux. Les chiites irakiens qui étaient en Syrie sont tous revenus faire du business en Irak. Il n'y a plus que les Houthis, mais bon, les Houthis valent ce qu'ils valent. Les Houthis, les Chinois les trouvent pas terribles, les Houthis, parce qu'ils tirent sur les bateaux qui apportent la marchandise de Chine jusqu'en Europe, vous voyez. Et donc, à tel point les Chinois, même reconnu la souveraineté des Émirats sur les 3 petites îles qui sont dans le golfe Persique que les Iraniens, à l'époque du Shah, déjà avaient conquises, ce qui explique qu'ils ne sont pas du tout contents. La Russie, grand soutien de Bachar al-Assad, de l'Iran, etc., aujourd'hui, ses troupes sont occupées en Ukraine. Et c'est grâce au bombardement russe que Assad avait réussi à reprendre le pouvoir. Ils avaient tout bombardé. Les Russes ont envoyé 2-3 avions, mais ils ont autre chose à faire aujourd'hui sur le Dniepr. Donc,
Vous voyez, il y a ce OK, il bouleversement y du a un monde, bouleversement. voilà, Ouais. si j'ose me citer. Et ce bouleversement du monde, dans ça, si vous voulez, vous avez Netanyahou qui joue, si je puis me permettre, petit bras, vous voyez, et qui a, à mon sens, posé des problèmes à Trump, pour qui l'enjeu principal, c'est la compétition chinoise, qui, en même temps, c'est grâce à cette compétition que la classe ouvrière américaine, pas seulement blanche, mais aussi, comme on l'a vu, une partie des latinos et des noirs, sans parler des Indiens, ont voté massivement Trump. Mais c'est une compétition terrible pour les États-Unis. Et puis, il faut gérer l'affaire russe, essayer de profiter des faiblesses de Poutine au maximum pour trouver un compromis que Zelensky est déjà en train de se conformer, parce que sinon il n'a plus le choix. Et il n'a pas envie, en plus, de devoir gérer le Moyen-Orient. Dans les débats contre Kamala Harris, Trump lui a reproché de se faire aider par Liz Cheney, qui était une transfuge du Parti républicain, la fille La fille de Dick de Cheney. Dick Cheney, qui était, si j'ose dire, le vice-président de Bush et surtout le pape des néoconservateurs. Et en disant, si vous votez pour Kamala, vous votez pour la guerre, parce que Liz Cheney, c'est une war hawk, un faucon de guerre. Et j'étais aux États-Unis à ce moment-là, j'ai passé une dizaine de jours à Washington avant, pendant et après. J'ai rencontré un certain nombre de gens qu'on appelait ces néoconservateurs de l'époque Bush, qui étaient tout frétillants à l'idée qu'ils allaient peut-être trouver un emploi. De nouveau, pas du tout. Trump n'en a rien à faire. Il n'est pas du tout dans une logique où il faut envoyer les troupes américaines au Moyen-Orient. Il n'en veut pas. C'est beaucoup trop coûteux. L'Irak a été une catastrophe, l'Afghanistan aussi, et il est dans une autre logique. Et je crains que pour Netanyahou, ce ne soit justement quelque chose à laquelle ils vont se trouver confrontés assez rapidement. C'est pourquoi il a dégagé Gallant, qui était l'interlocuteur, le chouchou des États-Unis. Gilles Kepel, alors il nous reste 2 minutes, mais on voit bien comment cette complexité, ce bouleversement du monde est aussi porteur de nouvelles complexités, je dirais. On le voit avec ce qui se passe en Syrie, on le voit avec ce qui se passe, en Ukraine, on le voit avec ce qui se passe en Iran. En On a France, l'impression que c'est extrêmement quand même difficile de voir quelles sont les lignes de force les plus importantes, celles qui risquent de structurer l'avenir. Est-ce que vous avez une petite idée, il reste 1 minute et demie, mais est-ce que vous avez une petite idée sur la ligne directrice un peu des prochains mois sur le Moyen-Orient et voilà, sur ce monde bouleversé? ben, beaucoup de choses vont dépendre de ce que va faire Trump en réalité. Et ça, c'est un enjeu principal. La façon dont l'Union européenne va réussir à rester unie ou au contraire partir en vrille, hein. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en train de tanguer très très dangereusement, puisqu'elle était basée sur un modèle de gaz russe à bon marché et d'exportation à la Chine, ça ne marche plus. Donc, il y a cet effet-là. Moi, je suis incapable de vous le dire sur le long terme. Ce que j'essaye de faire, c'est de réagir sur des événements à chaud, par les livres que je publie en ce moment à la suite, que je vais ensuite réunir dans quelque chose de plus global, pour les mettre en système et essayer de réfléchir au monde au moment où il est en train d'être en crise. Ouais. Voilà, bah écoutez, si vous voulez réfléchir, je m'adresse à nos spectateurs sur YouTube ou à nos auditeurs sur RCJ. Si vous voulez réfléchir de façon profonde sur ce bouleversement du monde qui a été révélé par le 7 octobre 2023. Donc voilà, ce livre de Gilles Kepel, le bouleversement du monde, l'après 7 octobre, chez Plomb. Merci Gilles Kepel d'être venu à Pilpoul. Merci de votre invitation. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.